c'est en fait un marché de dupes, un jeu de dupes. En ce sens que Mamadou Dia est entré en politique à la demande et sous la pression insistante de Léopold Senghor, qui venait de rompre dès 1948 avec la SFIO de Lamine Gueye. Il se méfiait de la politique et avait une vocation d'enseignant, puisque, comme vous le savez, c'était un instituteur. Après s'être laissé forcer la main, il s'est engagé corps et âme, parce que c'était un homme tout d'un bloc, un homme entier, au service de la construction du parti fondé par son ami et compagnon Léopold Senghor. Il a consacré toute sa vie au succès du projet politique senghorien. Nous étions le seul pays parmi les anciennes colonies en Afrique, au sud du Sahara en tout cas, à avoir ce régime parlementaire. Les autres avaient un régime présidentiel. Je pense que ça a pu jouer un rôle. Parce que le président du Conseil avait beaucoup de pouvoir. Le président de la République n'en était pas dépourvu non plus. Ce qui explique d'ailleurs quelques ambiguïtés et quelques malentendus. Mamadou Dia avait le titre de chef de gouvernement, mais il avait un gouvernement qui définissait et conduisait la politique de la nation. Donc le président du Conseil des ministres avait beaucoup plus de pouvoir qu'un premier ministre d'un régime présidentiel déconcentré. Et donc forcément, il y avait une sorte de réel bicéphalisme à la tête de l'État. Une mission nous a été confiée par Mamadou Dia et Senghor. Ceux qui étaient des sujets français jusque-là, ils devaient devenir des citoyens sénégalais. Et pour ça, nous avons mis en place le système de l'animation rurale. En 1960, Roland étant son directeur de cabinet, qui était la cheville ouvrière. Et c'est Roland qui était le lien entre lui et tous les autres ministères. C'était un moment crucial dans l'histoire pour réussir ou non la fondation d'une véritable démocratie. Cette démocratie qui serait partie du peuple et non pas d'un modèle venant de l'extérieur. Et là, un certain nombre de dirigeants africains l'ont compris. Mamadou Dia était de ceux-là. Pourquoi ? Parce que par l'animation rurale et l'éducation populaire, il voulait donner aux citoyens les moyens de se prononcer. Lumumba avait la même idée. Nyerere en Tanzanie avait la même idée. Amilcar Cabral en Guinée-Bissau avait la même idée. Et tous sont partis au tapis. Je préparais déjà la création des communes rurales. Au fond, c'était le schéma chinois. Toute l'économie agricole était socialisée dans un sens autogestionnaire. Et je venais aussi de prendre un certain nombre de mesures qui déjà portaient atteinte, pas seulement au secteur capitaliste, mais même aux féodalités économiques locales que constituaient certaines confréries religieuses. Sur le plan bancaire, la transformation du crédit du Sénégal en crédit populaire, de façon justement à permettre aux coopératives maintenant de disposer aussi des moyens financiers et bancaires. Sous l'égide d'une société d'État, la SICAP, une banlieue populaire mais moderne, s'est créée. Les Africains y sont relogés dans des pavillons agréables, à des conditions financières défiant sans doute toute concurrence. Mamadou Dia avait vraiment pris la responsabilité de définir le projet de développement du Sénégal. Il disait le socialisme participatif, pour moi, c'est un contrat entre l'État et la nation. Les traitants disparaissaient, les intermédiaires disparaissaient avec les coopératives, d'où la révolte, tous ces gens-là mécontents. Maodo ma ñëw tabax dëgg ci gént askan bi man Maodo
ma ñëw fal béykat bi buur. ma ñëw man Maodo. Mamadou Dia, son intégrité n'est plus à démontrer, je pense. Mais son autorité a pu, à la longue, être une sorte d'autoritarisme. Quand, par exemple, on nous annonçait la visite de Mamadou Dia à Diourbel, toute l'administration était sens dessus-dessous. Parce qu'on savait que celui qu'on appelait le président Dia visitait de fond en comble tous les services administratifs, à commencer par la gouvernance. Moi, mon époux, à l'époque, étant gouverneur adjoint chargé du développement, était le responsable de la délégation qui parcourait les différents coins de la région. Mamadou Dia, le chapeau de cow-boy sur la tête, rentrait dans le champ, visitait les pieds d'arachide, les épis de mil, il ne laissait rien au hasard. Je dis, il faut que ce soit la classe politique qui donne l'exemple du sérieux, de l'austérité. Il y en avait qui devaient des dizaines de millions. J'ai fait le compte de tout cela et j'ai exigé que cet argent soit remboursé. Et je comptais engager des poursuites. Bon, plus la chambre de commerce. Quant à la chambre de commerce qui trône place de l'indépendance, elle est toujours à majorité française, avec un président français, M. Galinka, qui siège maintenant sous le portrait du président Senghor. Lorsque nous sommes dans une chambre de commerce, nous travaillons pour le Sénégal et non pas pour notre pays d'origine. Maintenant, j'ajouterai aussi que ces intérêts sont souvent imbriqués et nous n'avons pas du tout l'impression de trahir la France en servant le Sénégal, tout au contraire. Vous savez que la Chambre de commerce a sablé le champagne, n'est-ce pas, au lendemain de la chute de mon gouvernement, au lendemain de mon arrestation. Le patronat français a organisé une fête ici à Dakar, ils ont sablé le champagne. Une autre orientation de la politique sur le plan international. Il faut quand même pas se contenter de relations avec la France, il faut diversifier les relations. A nyugat-afrikai Dakarból indult európai körútra a Szenegál köztársaság kormányküldöttsége. C'est dans ce moment-là que j'ai donc entrepris cette tournée sur l'invitation des différents pays de l'Est qui suivaient pas à pas la politique que je menais au Sénégal et qui leur était sympathique. Je crois que ce succès, cette orientation vers l'Est aussi, c'est une des choses qui sont aussi à la base de la crise de 1962. Car c'est à la suite de ces voyages-là que j'ai établi les relations diplomatiques avec l'Union soviétique. Tu t'en souviens. Ça avait d'ailleurs fait scandale en ce moment-là, pas seulement sur le plan du Sénégal, mais même sur le plan africain. Mamadou Dia a été certainement un très grand patriote sénégalais. Il avait également une vision internationaliste. Il n'était pas du tout communiste comme on dit, mais il était pour le bien de son pays et pour que les ressources de son pays servent les plus démunis. Moi, j'ai commencé à me poser des questions en août 1962, alors que j'étais gouverneur de la région du Sine-Saloum. Le président Senghor était allé en vacances et le président du Conseil, Mamadou Dia, a fait une tournée à travers le pays en commençant par le Sine-Saloum. Mais ce que je constatais, c'était que toute référence à Senghor était absente de son discours, axé sur les problèmes de développement, mais en même temps sur une sorte de morale sociale qui demandait au peuple d'être encore plus concerné par la chose publique. Mais j'entends jamais une référence au président de la République, à Senghor. Je lui ai posé franchement la question, qu'est-ce qui se passait entre Senghor et lui? Et il m'a répondu, il y a des gens qui veulent briser cette amitié de 17 ans, mais ils n'y arriveront pas. Rassure-toi. Et je suis parti rassuré. Ça n'a pas empêché les événements du 17 décembre de se produire. Le 9 novembre
avant les événements de 62, j'ai passé 2 heures en tête à tête avec Mamadou Dia. Il m'a expliqué vraiment, cœur à cœur, tout ce qu'il pensait. Et il me disait cela. Si Senghor tient les promesses qui se sont nouées entre nous, on passera le cap. Sinon, ce sera une épreuve terrifiante. Un matin, je crois que c'était le 13 décembre, je vais voir Senghor. Il me dit, voilà, il y a des députés qui sont en train de réunir des signatures sous le manteau pour déposer une motion de censure contre Mamadou Dia. Je ne suis pas d'accord avec ces députés du tout. La politique que Mamadou Dia mène, c'est notre politique. En tout cas, la règle, c'était que le parti devait se réunir, prendre des décisions avant que les instances législatives ou gouvernementales ne se réunissent. C'est une règle qu'ils avaient acceptée tous, et c'est sur cette base de cette règle que Senghor a été élu président de la République. Quand Senghor m'a dit ça, j'ai eu mes doutes. Je me suis dit, mais il suffit que Senghor dise à ces gens dont il dit qu'ils sont en train de réunir des signatures sous le manteau, il suffit qu'il leur dise arrêtez pour qu'ils arrêtent. Je lui ai posé une question à Mamadou Dia. Je lui ai dit, mais écoutez, Président, supposez que malgré tout, les gens finissent par réunir une majorité de signatures contre vous, qu'allez-vous faire? Il dit, je m'y opposerai. Alors je dis, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de le faire. Il me dit, si, priorité du parti. Je dis, mais ça, ce n'est pas une constitution, c'est pas dans notre constitution. Vous n'avez pas le droit de faire. Il me dit, si, un tel et un tel m'ont dit que j'avais le droit de le faire, etc. Babacar Ba et moi, ce soir-là, nous avons essayé de le convaincre de ne pas du tout s'opposer à ça par la violence. Mais ça, c'est un des défauts de Mamadou Dia. Le complot s'est mis en place avec le dépôt de la motion de censure. Il s'agissait absolument pas de pousser Mamadou Dia à un acte d'illégalité constitutionnelle. Et à ce moment-là, effectivement, il est en porte-à-faux et en conflit. Et donc, il devient vulnérable à la répression. Il a choisi d'obéir à sa conscience. Et aussitôt, toutes les forces contraires sont allées voir Senghor et a dit il a violé la Constitution, il a fait un coup d'État. La crise politique qui couvait depuis longtemps a finalement éclaté ce matin, alors que les députés s'apprêtaient à se prononcer sur une motion de censure contre le gouvernement de M. Mamadou Dia, à la fois président du Conseil et ministre de l'Intérieur. Mais ces questions de préséance n'expliquent pas tout. Dia, plus radical, n'a pas non plus la même conception du socialisme que Senghor. Pour écarter Dia, Senghor a alors recours à la théorie du complot. La crise qu'a vécue le Sénégal n'a duré que 48 heures. La tentative du président du Conseil, Mamadou Dia, d'imposer sa volonté à l'Assemblée régulièrement élue a échoué. Quelques heures après son investissement, l'Assemblée nationale était dégagée par les troupes fidèles au président Senghor. D'autre part, les installations de la radio avaient vu les adversaires tour à tour maîtres du micro. Mais malgré les interventions de différentes troupes, personne ne parvenait à achever son appel au peuple. Le lendemain matin, M. Dia regagnait sa villa. Il avait beau haranguer quelques partisans, les jeux étaient faits, car le peuple sénégalais était resté fidèle au président de la République, Léopold Sédar Senghor. Je suis allé voir Mamadou Dia à la résidence de Médina. Je le trouve là avec une maison remplie de monde en bas, dans la cour. Il me prend dans un coin et se met à me raconter ce qui s'est passé. Ce n'était pas du tout un coup d'État. Et on avait convoqué le Conseil national du parti, sous la présidence de Senghor lui-même, chef d'État et secrétaire général du parti. Il s'est dissocié du parti pour aller rejoindre le mouvement des députés frondeurs qui étaient en rébellion contre le parti. C'est ça la vérité. Les réquisitions ont été lancées contre M. Mamadou Dia et 3 de ses ministres, Valdiodio Ndiaye, ex-ministre de l'Intérieur et des Finances, Joseph Mbaye, économie rurale, et Ibrahim Assar, fonction publique. Leurs arrestations sont imminentes. Ces militaires qui avaient fait le vide dans la maison ont pris Mamadou Dia et les gens qui étaient avec lui pour les amener au Petit Palais. Je prends ma voiture pour aller voir Senghor. Il se lève, vient vers moi, enlève ses lunettes et se met à essuyer des larmes
sur son visage. Il me dit, tu vois, cher, hein, Mamadou Dia, un ami de 17 ans. Je l'ai arrêté parce que sinon c'est lui qui m'aurait arrêté. Alors je lui ai dit, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que Mamadou Dia voulait vous arrêter. Mais le régime de l'exécutif bicéphale, nous en avons fait l'expérience, est vraiment impossible. Destituez-le comme président du Conseil, mais ne le jugez pas, ne le condamnez pas pour un coup d'État qu'il n'a pas commis. Les représentants de la nation ont été expulsés de leur lieu de réunion et plusieurs ont été arrêtés, déclarait le président Senghor. J'ai réquisitionné les forces militaires car le dernier mot doit rester à la loi. Les Sénégalais avaient pris conscience des dangers provoqués par l'entreprise de subversion. En envahissant l'Assemblée nationale, ils entendaient protéger leurs députés. Et en acclamant Maître Lamine Gueye, président de l'Assemblée, ils confirmaient leur attachement au président Senghor. En 48 heures, le Sénégal a achevé sa révolution. Tentative de coup d'État, épuration et réforme tendant au régime présidentiel. Un coup d'État, en fait, qui s'est passé en petit comité. Qu'est-ce que vous avez vu, vous? Absolument rien. Nous savions bien sûr que des événements très grands allaient se passer, mais tout finalement, c'est passé mon calme le plus absolu. Vous avez eu peur? Du tout, pas du tout. Personne n'a vraiment eu peur à Dakar. Dans les rues, c'est l'ambiance habituelle des villes africaines où blancs et noirs se côtoient dans un étalage de couleurs qui semblerait violente en Europe, mais qui s'harmonise ici admirablement bien. Le coup d'État de Mamadou Dia, chef du gouvernement sénégalais, qui en moins de 48 heures a tenté de s'attribuer tous les pouvoirs en neutralisant les députés et en s'opposant ouvertement au président de la République Senghor, est passé presque inaperçu de l'Africain moyen. Maître Lamine Gueye, en tant que président de l'Assemblée nationale, vous avez été un des acteurs de la crise. Si je résume la situation, lundi à midi, une motion de censure avait été déposée contre le gouvernement de M. Mamadou Dia. Cette motion de censure devait être votée dans la journée. Lundi à midi, vous et vos députés, vous trouviez ici à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions à l'Assemblée nationale à cette heure-là, lorsque des éléments de gendarmerie sont venus, un officier à leur tête, signifier aux députés d'avoir quitté la salle. Sur réquisition, disait-il, du commissaire du chef du gouvernement. Les députés ne sont pas inclinés. J'ai moi-même requis la gendarmerie, en vertu des pouvoirs que je tiens du décret de l'ordonnance du 3 septembre 1960, et j'ai mis le président de la République au courant de la situation. Et le président de la République et moi, nous avons été d'accord pour estimer que si les députés se trouvaient dans l'impossibilité de siéger dans le lieu habituel de leur délibération, il ne restait plus qu'à siéger en tout autre endroit, puisque la motion de censure devait, au terme de la Constitution, voter dans un délai qui ne pouvait pas excéder la journée de lundi, qui ne peut pas dépasser la journée de lundi. Et c'est pourquoi vous avez été siégé à votre domicile? Alors nous avons siégé à mon domicile, vu l'impossibilité où nous étions de siéger, puisque entre le moment où je suis allé voir le président de la République et le moment où je suis revenu, certains députés avaient été expulsés et quelques-uns même arrêtés. Les abords de l'Assemblée est devenue inaccessible pour le public, aussi bien que pour les députés. C'est là, chez vous, que vous avez voté la motion de censure? C'est là que nous avons voté la motion de censure par 47 voix, auxquelles ça serait certainement sûrement ajouté, les voix des 4 députés qui ont été arrêtés. Après avoir tenu leur réunion chez Lamine Gueye, je pense que le groupe qui était pro-Senghor avait décidé de la liquidation de Mamadou Dia. C'est une réunion absolument illégale que Senghor a entériné comme président de la République, gardien de la Constitution. C'est en violation de la Constitution qu'il a entériné cette réunion-là. La situation est grave, dramatique. Il s'agit véritablement d'une violation délibérée de la Constitution de la République. J'ai réquisitionné les forces militaires car la dernière parole doit rester à la Constitution et à la loi. À 23h30, le colonel Diallo, rallié à la cause du président Senghor, parlemente avec l'ex-général Fall, chef d'état-major général de l'armée, destitué de ses fonctions. C'est l'affaire Diallo qui m'avait fait arrêter,
comme chef d'état-major de l'armée, qu'il avait désigné également par-dessus la tête du ministre de la Défense que j'étais. Quand Senghor l'a appelé pour lui dire qu'il le nommait commandant en chef de l'armée sénégalaise, il est allé dire à général Fall. Mon général, je dois vous dire que nous avons reçu ordre de l'ambassade de France d'avoir à exécuter, à obéir aux ordres du président Senghor. Donc la cause était entendue. Il a d'ailleurs été poussé, je dois le dire, par les assistants militaires français qui m'en voulaient aussi. Je venais de prendre des dispositions, d'accord avec le gouvernement français, pour mettre fin au service des assistants techniques militaires français au Sénégal. Jean-Alfred Diallo a été considéré comme traître par Mamadou Dia et Joseph Mbaye. Parce qu'eux, ils étaient au courant, puisque c'était eux les instigateurs de sa présence au Sénégal, de son retour au Bercail. C'est à moi qu'il doit d'être au Sénégal. Ce n'est pas à Senghor. Il est alors capitaine de l'armée française. Quand j'ai reçu une lettre de Annette Baye pour me recommander justement son cousin Alfred Diallo, je suis donc intervenu pour demander l'affectation d'Alfred Diallo au Sénégal. Ce qui a été fait. J'ai sauvé Senghor. Moi, si j'ai dit non, monsieur le président, je ne peux pas accepter cette responsabilité. Il suffisait d'un petit rien. Oh là là, on l'a mis. Alfred Diallo, sur le Sud Quotidien, il a déclaré ensuite que Mamadou Dia n'a jamais voulu faire de coup d'État. Et qu'il n'a pas fait de coup d'État. Et qu'au fond, tout ça, c'était une histoire montée par Senghor. Dans son réquisitoire nuancé, d'une grande modération, le procureur général, M. Ousmane Camara, avait dit hier, entre ce que Mamadou Dia croyait légal en se basant sur la suprématie du parti et ce qu'est la loi, il y avait un procès. Ainsi, le rideau tombe sur un procès, peut-être moins celui d'un homme de parti que celui d'un système. Un procès entre la Constitution et la primauté du parti. Ici Dakar, radiodiffusion du Sénégal. Il n'y a pas eu d'effusion de sang parce que le Sénégal n'est pas une république sud-américaine. On y préfère les palabres à la violence. Et s'il y a eu ces jours-ci des attroupements place de l'indépendance, l'unique raison en était le jet d'eau lumineux qui dispense un peu de fraîcheur, toujours la bienvenue en cette saison. Et puis, on s'en rend compte, il n'y a pas eu de désordre parce que Mamadou Dia n'avait guère de soutien populaire. D'ailleurs, les positions des deux protagonistes de la crise sont étrangement semblables. Ils appartiennent tous deux au même parti, ils se disent socialistes, à l'africaine, ils ont collaboré ensemble pendant de longues années. Au fond, l'origine de toute cette affaire est une simple rivalité entre deux hommes d'État. L'un d'eux n'a pas pu supporter plus longtemps la coexistence au pouvoir, il a voulu faire un coup de force, il a été battu. Mamadou Dia, ex-président du Conseil, déportation perpétuelle. Ibrahim Assar, Valdiodio Ndiaye, Joseph Mbaye, ancien ministre, 20 ans de détention. Alioune Tall, ex-ministre, 5 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de droits civiques. Tel est le verdict rendu cet après-midi par la Haute Cour de justice. Ici Dakar, radiodiffusion du Sénégal. Tout cela me paraissait tellement bizarre, tellement extraordinaire, tellement inattendu. J'étais comme dans un rêve, je disais enfin quoi, est-ce que c'est vraiment un procès, est-ce que c'est Senghor qui me met en procès? Je n'arrivais pas à réaliser. Monsieur Dia pour le moment est en prison et le président Senghor, qui est le vainqueur de ce conflit, a pris la parole hier devant l'Assemblée sénégalaise. L'exécutif bicéphale est impossible. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir vraiment un contentieux quelconque entre lui et moi.
D'autant que quand il y a eu également cette fameuse crise, où se plaignait d'un certain nombre de ministres, citer le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Information de l'époque, un autre ministre, Joseph Mbaye. J'ai échangé les ministres, j'ai dit maintenant, je peux même aller plus loin si tu veux. Je suis prêt à m'effacer, à faire campagne à travers le pays pour un régime présidentiel. Il m'a dit pas question. 7-8 mois après, il me prête cette intention-là à moi de venir lui faire un coup d'État. Je n'ai pas compris ça. Il m'est arrivé, moi, d'enlever ma veste, en plein Paris, n'est-ce pas, prêt à me battre avec des étudiants, n'est-ce pas, qui s'acharnaient, n'est-ce pas, contre lui. Hein? Moi, vraiment, j'étais le talibé, plus un disciple, ce qu'on appelle aujourd'hui chez nous un baïfal, c'est-à-dire un disciple inconditionnel de Senghor. Tellement j'étais subjugué par le personnage, j'ai été frappé, vraiment, là, il s'est exclamé, « Ah, Paris, ah, que j'aime Paris !» Vraiment, c'était un cri du cœur. C'est très profond chez lui. Je crois qu'il vous aime vraiment, il aime bien la France. Je crois qu'il est français avant d'être quoi que ce soit, avant d'être sénégalais, avant d'être africain. Il a beau chanter la négritude. Je crois que ça c'est du romantisme, c'est verbal, mais sa conviction profonde, je crois que c'est la France, c'est vraiment l'amour de la France, ça je crois que c'est sincère. Je crois que vous lui devez une place au Panthéon, à votre Panthéon. Son vainqueur, Léopold Senghor, qui cumule maintenant les fonctions de président de la République et de chef du gouvernement, nous a reçus dans son palais aux côtés de sa femme, une Française. Monsieur le Président, jusqu'à présent, le Sénégal avait cette originalité en Afrique d'être, je crois, la seule des jeunes républiques à vivre sous un régime parlementaire, style un peu 4e République, avec un président de la République, un président du Conseil. Or, une des conséquences, la conséquence de cette crise, c'est que maintenant, vous êtes en même temps président de la République et président du Conseil. Est-ce que vous pensez que le système présidentiel est le seul système viable en Afrique? Dans l'étape actuelle de notre évolution, j'ai été amené, comme la plupart des députés, à constater que le régime présidentiel est le seul régime viable. Nous avons été trop marqués par la culture française, c'est pourquoi, contrairement aux autres États, nous avons commencé par adopter le régime parlementaire, mais le régime de l'exécutif bicéphale, nous en avons fait l'expérience, est vraiment impossible, parce qu'il se forme autour du président du Conseil et du président de la République, des clans rivaux qui cherchent à les dresser l'un contre l'autre. Vous en voyez les conséquences. Au demeurant, je pense que le régime parlementaire est condamné à échéance, même dans les États développés. C'est l'évolution que la France est en train de vivre. Et vous savez que la thèse du régime présidentiel, c'est des progrès en France. Et que si le général de Gaulle n'y est pas rallié, c'est sans doute qu'il veut se consacrer aux affaires internationales et laisser en somme l'intendance à son Premier ministre. Monsieur le Président, vous et Monsieur Mamadou Dia, vous formiez une équipe attachante, qui se complétait. Est-ce que cette équipe, vous ne la regretterez pas? Mais bien sûr, je la regrette. Vous savez qu'il y a 17 ans que je suis lié à Mamadou Dia. C'est moi qui l'ai découvert et qui l'ai poussé à franchir les étapes de la carrière politique, l'une après l'autre. Je le regrette. Malheureusement, vous en voyez les conséquences.
Un coup d'État, vous le voyez, dans lequel le vainqueur regrette d'avoir été obligé d'arrêter son adversaire. Il prépare à Mamadou Dia, provisoirement interné dans une villa du gouvernement, une prison dorée sur un îlot rocheux situé au large de Dakar, l'île de Gorée. 3 kilomètres de mer le sépareront maintenant du siège du gouvernement. 3 kilomètres, c'est peu, et le temps arrange quelquefois bien les choses. Quelques jours après, le procès se termine. Mamadou Dia est condamné de façon aussi sévère. J'ai écrit une lettre de démission. On nous a même demandé à tous les gouverneurs de signer un acte d'allégeance personnelle à Senghor, ce que j'ai refusé. Et au Conseil des ministres où on m'a relevé, il paraît qu'il y a certains ministres qui ont dit oui, mais il faut l'enlever parce que c'est un djaïste. Et vous savez qu'après décembre 62, être djaïste était un délit, sinon un crime, sous le règne senghorien. Il a voulu faire passer la prison de Kédougou pour une prison dorée. Sur le plan du traitement physique, je veux dire, l'alimentation, ça c'était correct. Mais c'était surtout le traitement moral, l'isolement. Parce que lui, il savait s'y prendre. Hein. C'était un régime de réclusion absolue, où aucune communication n'était possible entre eux. Nous, le groupe dit des incendiaires, quand nous y sommes arrivés, nous avons dû faire deux grèves de la faim, dont une de 23 jours, pour imposer qu'on mette fin à notre réclusion et qu'on nous donne la possibilité de nous voir. On a construit ma tombe sous mes yeux. Comme j'étais condamné à vie. Alors, je voyais des gens qui s'activaient là, à côté. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? J'ai fait venir le régisseur. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites en train de faire comme ça? Vous êtes en train de me construire ma tombe. Je lui ai dit, mais savez-vous si c'est vous qui allez m'enterrer ou moi? Il faut savoir que Senghor a mis beaucoup de temps à être convaincu de libérer Mamadou Dia. Il faut le savoir. Il a fallu l'intervention de beaucoup de personnes avec insistance. Il disait, oui, mais il faut qu'il reconnaisse qu'il a fait un coup d'État. Il faut qu'il se repente de ce qu'il a fait. Senghor accepte de le libérer s'il prend l'engagement de renoncer à la politique. Dia, qui était déjà plus qu'aux 3/4 aveugle, me dicte une réponse extraordinaire et dont l'essentiel était, pour moi, la politique n'est pas un droit, c'est un devoir. Et donc, on peut renoncer à un droit, on ne peut pas renoncer à un devoir. Il me dit, finalement, je préfère être libre dans ma prison que prisonnier dehors. fexe nañu suul sama jëf waaye dëgg mooy mujj. Maodo man jaar naa Kédougou bind fa ay téere ngir ëllëg. J'ai encore de la tendresse pour lui. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai encore de la tendresse pour lui. Je n'arrive pas à en faire un ennemi. Mamadou Dia avait fait le serment d'être toujours avec Senghor parce que, disait-il, j'ai partagé la cola avec Sédar. Il est sérère, je suis tout couleur. Et la trahison ne viendra jamais de mon côté. J'ai écrit sur le mur un texte du Coran qui m'est venu à l'esprit. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Pendant 12 ans que je suis resté en prison, Senghor maintenant n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien. Maintenant c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision. En restant serein, en restant calme, en restant moi-même, en n'ayant de haine contre personne. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été
gracié par Senghor. Quand je suis arrivé, j'ai dit, maintenant, nous nous oublions tout, nous nous embrassons. Ça a été mon geste. Je n'ai pas de rancune sur le plan personnel, je ne peux pas avoir de rancune contre lui. Mais par contre, quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu, après, à la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là de 62, rien que pour des questions de pouvoir répartir pour lui, il s'agit tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner, n'est-ce pas, de façon personnelle, ce machin sur le Sénégal, pour en arriver là, et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu, sur le plan de l'évolution de notre pays, alors que nous étions si bien partis, nous étions un exemple qui aurait pu faire tache d'huile à travers toute l'Afrique. Et peut-être que cet exemple-là aurait évité à l'Afrique tout ce qui est arrivé aujourd'hui, nos nouvelles dépendances. Tout cela, je dis, ça aurait pu être évité s'il n'y avait pas eu cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part, de décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier.